merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Elisabeth Martichoux. Président en effet des sénateurs LR. Vous écouterez Édouard Philippe tout à l'heure à midi. Vous attendez quoi de son allocution ? J'attends d'abord qu'il sorte de la brume, qu'il soit clair, qu'on sache exactement quels sont les contours de la réforme. J'attends, deuxième chose, qu'ils disent que pour les futurs retraités et les retraités actuels, il garantira le pouvoir d'achat, pas de baisse de pension. Et j'attends qu'il remédie à des injustices flagrantes du système actuel. C'est une journée cruciale, avant de revenir sur le fond, pour le gouvernement et la réforme. C'est une journée cruciale. Ce qui est incroyable d'ailleurs, parce que ça fait 2 ans que le gouvernement travaille cette réforme. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il soit parvenu à passer autant de temps à discuter, à essayer de négocier avec les syndicats sans qu'il en ressorte rien du tout et sans qu'on ne connaisse absolument pas le moindre détail de la réforme, si ce n'est quelques points qui ont pu ici ou là sortir par voie de presse. Quelle est selon vous là ou les quelques questions prioritaires auxquelles il doit répondre ? La première question prioritaire, c'est le pouvoir d'achat. Et je pense que Emmanuel Macron s'est enfermé dans une impasse pendant la campagne présidentielle lorsqu'il a dit pas question de toucher aux 62 ans, qui sont d'ailleurs, depuis la réforme Touraine, assez virtuels. Mais il n'y a pas de choix. Ou bien on bouge l'âge de départ à la retraite pour toucher autant, pour garantir le pouvoir d'achat des retraités, ou alors on ne touche pas cet âge, et demain, le risque, c'est des pensions qui baisseront. Et d'ailleurs, nous l'avons expertisé, les Français l'ont ressenti, les retraités, parce qu'il n'a pas voulu toucher pendant les 2 premières années de son mandat, Emmanuel Macron, à cet âge-là, il a désindexé les retraites. Ce sont des milliards d'euros qui ont échappé au pouvoir d'achat de nos aînés, des retraités. Alors, vous êtes sans doute concerté, j'imagine, c'est logique, avec le président de groupe qui a posé une question qui était relative précisément à ces mesures-là hier à l'Assemblée. Voilà ce que lui a répondu le Premier ministre, on l'écoute. Vous m'avez posé la question de savoir si j'allais enfin dire que pour garantir l'équilibre du système, il allait falloir travailler plus longtemps. Mais monsieur Jacob, je le dis depuis le début. Il le dit depuis le début, vous ne l'avez pas entendu ? Attendez, Emmanuel Macron a dit pendant sa campagne 62 ans. Ensuite, on a parlé d'âge pivot. Ensuite, le Premier ministre a parlé uniquement d'âge d'équilibre. Ensuite, le président de la République a parlé de durée de cotisation. On n'y comprenait plus rien. Donc, il n'y a pas 36 façons de le faire. Soit on fait une mesure d'âge, soit on fait la durée de cotisation. Il y a eu dans les 3 ou 4 réformes des retraites, des réformes qui ont repoussé, comme celle de 2010, l'âge de départ, d'autres, comme 2014, Marisol Touraine, qui ont allongé la durée à 43 ans. Est-ce que l'instauration d'un âge pivot à 64 ans, qui serait dans les tuyaux, on verra tout à l'heure les arbitrages, vous l'accusez pour l'instant de manquements qui n'ont pas encore été confirmés, on verra. Mais est-ce que l'instauration d'un âge pivot répondrait en partie à cette question-là ? En partie, mais de façon imparfaite. On rappelle, je suis favorable. Pivot, 64 ans, avec une décote si on part avant, une surcote si on part après. Voilà, je pense que la mesure la plus juste, la mesure d'âge la plus juste, c'est tout le monde. Alors, on peut tenir compte après de la pénibilité ou des carrières longues. C'est tout le monde pratiquement à 64 ou 65 ans. Pourquoi est-ce que la décote est quelque chose d'injuste ? D'accord. Mais tout simplement parce que pour des gens, notamment les salariés les plus faibles, qui n'ont pas des carrières complètes, ils ont été au chômage, eh bien, cette décote, pour eux, ils ne peuvent pas avoir cette liberté. Par contre, pour les plus riches, cette liberté leur appartient à eux, ils peuvent parfaitement subir. Vous êtes beaucoup plus radical, la droite, puisque vous dites qu'il faut bouger l'âge légal. Bon, ça, vous avez convenu qu'il n'en sera pas question, parce que Emmanuel Macron a fermé la porte pendant sa campagne. Mais vous voulez mettre tout le monde à partir de 64 et même 65 ans. C'est plus radical, c'est plus douloureux pour les Français. Non. Lorsque François Mitterrand baisse l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, l'espérance de vie est de 74 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est entre 82 et 83 ans. Ce qu'on dit, nous, c'est que pour garantir le pouvoir d'achat de nos retraités d'aujourd'hui et de demain, on fait une mesure d'âge. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. En revanche, attendez, laissez-moi terminer. Oui. Cette mesure d'âge nous permet d'avoir des économies importantes. Chaque fois que vous reculez d'1 an, c'est 10 milliards. Ces 10 milliards, on les consacre aux petites retraites misérables, on les consacre aux carrières qui ont été longues pour qu'effectivement, ils puissent partir avant et aux carrières qui ont été pénibles. C'est parce qu'on assume un standard social de haut niveau, mais en contrepartie... C'est ce que François Fillon et Alain Juppé avaient promis
pendant la campagne l'élection et présidentielle. ils n'ont pas été élus. La droite veut nous Mais pousser. c'est pas, pardon, La c'est pas droite pour veut ça nous qu'ils n'ont pas pousser. été Non, mais élus. au passage, Elisabeth la droite, Lartichou. la droite veut nous pousser à la faute, disait à votre place lundi matin Gilles Legendre, le patron du parti La Mais- République En Marche. Mais nous, on est vous voulez qu'il cale comme Alain Juppé en 95 Non, on ne Est-ce que veut c'est pas. ça, votre but? Certainement pas. Mais ils vont caler. Vous verrez. Je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Ils vont faire mine, en réalité, de ne pas caler, mais ils vont caler. Ce que nous voulons, nous, c'est très simple. Nous ne voulons pas que le futur système fabrique des pauvres. Le système actuel, je voudrais vous le dire parce que personne ne l'a jamais dit. De tous les pays de l'OCDE, le système français est aujourd'hui celui qui fabrique le moins de pauvres de plus de 65 ans. On a 2,5 fois moins de pauvres âgés de plus de 65 ans. Il faut garder cela. Et je dis aux Français, nous disons en français qu'il n'y a pas 36 000 manières. Le statu quo, comme la CGT, comme la France Non, Insoumise, mais pas sauf du que tout. vous repoussez l'âge légal à 64 ans. Je pense qu'une mesure d'âge paramétrique parvient... Uniquement Absolument. paramétrique. Si demain, en revanche, on se place dans le cas de figure d'Emmanuel Macron, si vraiment il veut, comme je le disais, comme vous le disiez, universaliser, je pense que passer de 42 régimes à un seul, c'est le fantasme Attendez, des vous êtes- bureaucrates Attendez, j'ai raté une marche. Vous êtes de contre la su- 42. Vous êtes pour la suppression des régimes spéciaux, Bruno Retailleau. Bien sûr, absolument. Mais ce que je dis, c'est que s'il veut universaliser, il peut parfaitement, en étant juste, universaliser le socle, c'est-à-dire à hauteur d'un pass de la sécurité sociale, 3 300 €, avec une complémentaire au-dessus, faire un régime pour le public, un régime pour le privé, un régime pour les indépendants et les libéraux. On passe de 42 à 3 ou 4 régimes. Vous Ouais. avez des spécificités professionnelles qui sont conservées et du coup, vous en tirez beaucoup mieux. vous Voilà. dites- Donc vous voyez, je suis prêt même Oui, mais à je faire reviens à ce que quelques vous disiez tout concessions à l'heure. Vous et me quelques dites, il propositions va- qui vont dans son sens. Mais parlons de celle du gouvernement. Vous me dites qu'il va caler. Non, ce que je veux Il vous va dire, c'est caler. que Ça tous veut les dire gouvernements d'Europe, Ouais. de l'Italie à la Suède, en passant par l'Allemagne, qui ont fait des réformes systémiques à point, ont d'abord fait une réforme paramétrique. Mais il dit qu'il fait pour les que le deux. socle... Édouard Philippe, il ben, on a verra dit bien. tout à l'heure. Qu'est-ce qui il a dit, risque je vais d'annoncer tenir- je vais Alors, on va tenir faire les un peu de deux bouts politique fiction. l'omelette. Je vais tenir les deux bouts de l'omelette, du paramétrique et du systémique. J'attends de voir. Simplement, ce que nous savons, ce qui est sorti de la réunion d'hier soir, Emmanuel Macron à l'Élysée, avec son Premier ministre, recevait les caciques de la majorité. Les ultimes arbitres. Il y a les arbitrages de calendrier qui sont sortis. On comprend que ça n'est pas en 2035, mais en 2037 pour les privés, c'est-à-dire la génération de 1975 auquel, comment dirais-je, pourrait s'appliquer la réforme. Ça, c'est pour le privé. Et il y aurait un deuxième chiffre, une deuxième date, 1985 pour les régimes spéciaux. Alors ça, c'est le pompon. Parce que là, vous augmentez 2 fois les injustices. Vous les augmentez une première fois parce qu'il y a les jeunes qui vont rentrer aujourd'hui sur le marché du travail. Eux, ils vont rentrer dans un système nouveau. Et tous les autres, privés publics, seront épargnés. Première injustice. Deuxième injustice, régime public, régimes spéciaux, à partir de 85 générations, c'est-à-dire 2047. Alors que le privé, pour eux, ça sera génération 75, ça s'appliquera 2037, c'est-à-dire que le privé... Pas pour les nouveaux entrants. Première injustice. Déjà, le privé, il y a une injustice par rapport aux régimes spéciaux. Bien. Deuxième injustice, Mais on en rajoute une, le but du c'est-à-dire gouvernement, que pardon, on les s'arrête régimes une seconde. spéciaux seraient réformés en 2047 et le privé, ça s'appliquerait au privé avant. Donc Vous c'est une supprimez un négation. régime spécial. Ce que disent les agents, par exemple, de la RATP, de la SNCF, vous n'y êtes peut-être pas insensible si vous étiez à leur place. On a été embauchés sur un contrat qui nous a dit vous allez travailler nuit et jour, je caricature, mais vous aurez droit à une sortie précoce. Ne changez pas les règles du jeu pendant la partie. Mais on les a vous le toujours ferez changées. après. Mais on les a toujours changés. Mais En 2010. de façon progressive. Absolument, Et mais le on peut gouvernement parfaitement dit faire. on le fait On peut de façon parfaitement progressive. faire. C'est En pas possible, ça? En 2010, par exemple, sur la durée de cotisation, sur le taux de cotisation, ça a été fait. Et on peut le faire progressivement. Simplement, ce que je vous dis là, c'est que le privé aura un régime, génération 1975, Vous mentez et le privé contre le le public. public. Oui. C'est pas moi, c'est qu'on va accroître les injustices. C'est-à-dire que le privé, ça s'appliquera la réforme plus tôt et 10 ans après pour les régimes On ne spéciaux. peut pas dire qu'à terme, elles seront réduites, les injustices. Mais pourquoi puisque vous à les terme, augmentez. Mais vous les puisque à augmentez. terme- oui, mais Vous les augmentez 2 fois. Il y a déjà une injustice entre les régimes spéciaux
qui peuvent partir plus tôt, alors qu'il y a, je vais vous dire, dans le privé, des gens, je ne vous parle même pas des amis agriculteurs qui touchent des retraites misérables et qui bossent. Eux, sont favorables à cette réforme. Et qui bossent. Et qui, eux, sont favorables à cette réforme. Non, ils veulent simplement qu'on leur assure Sauf en Vendée, une retraite, mais une retraite décente, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je suis favorable à des mesures d'âge pour qu'on puisse financer vraiment, et tout de suite, pas pour demain. Mais voyez qu'il y a une double injustice. Donc, cette histoire de décaler, d'avoir un régime pour le public, un régime pour les régimes spéciaux, le gouvernement est en train de nier le caractère universel de la réforme. C'est tout simple. Aménager, c'est se renier. Non, c'est reculer. D'ailleurs, je pense qu'Emmanuel Macron... Vous êtes contre le compromis ? Je ne suis pas contre le compromis, mais je suis contre un compromis qui accroît les injustices pour les Français. Le compromis que recherche le gouvernement, c'est d'acheter la paix sociale contre l'intérêt général. Il ouvre les vannes pour bien passer sûr, sa réforme. Bien sûr. D'ailleurs, c'est la réforme qui, depuis toutes les réformes, vont coûter le plus cher. C'est-à-dire que cette réforme, c'est délai et déficit. Vous savez, le corps, le Conseil d'orientation des retraites nous a prévenu, ça pourrait aller en 2025 jusqu'à 17 milliards de déficit. Et après 2025, entre 8 et 10. Entre 8 et 17 en 2025. Et chaque année, après 2025, ce sera chaque année 8 milliards de déficit. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, je vous ai parlé pour le privé de 2037 et de 2047. On verra chaque année, si c'est confirmé 8 milliards, 8 milliards. Je pense qu'ils vont créer un machin, France Retraite, un établissement public, et que l'objectif, c'est en quelque sorte de nationaliser les 160 milliards d'euros de réserve des régimes privés, faute d'avoir eu le courage de réformer. Vous pensez qu'ils vont siphonner toutes les réserves qui ont été accumulées, par exemple, on a beaucoup parlé par les avocats, par l'Agirc-Arrco, 70 milliards, qui vont les mettre sur un compte. Ce sont les syndicats qui l'ont géré, qui l'ont bien géré, je veux le dire. Vous les accusez de siphonner, de vouloir en tout cas pomper cet argent. La réforme, l'objectif caché de la réforme, c'est ça, c'est une étatisation. Elle a été conçue dans toute son architecture sur un modèle qui est un modèle fonction publique où on va siphonner les réserves, c'est-à-dire que c'est le siphonnage des réserves fait par les régimes privés, par les régimes publics. Mais dans le fond, ce que dit le gouvernement, c'est que ça vaut le coup de dépenser de l'argent public pour avoir une réforme qui, à terme, sera juste et pérenne et pérennisera le système. Attendez, je veux dire aux Français, si vraiment, tout à l'heure, je dis si au conditionnel, mais si l'information que vous avez, que j'ai aussi depuis hier soir, si les régimes spéciaux, c'est la génération 1985, donc une application en 2047. Vous le feriez tout de suite, bien sûr. Vous le feriez en même temps tous les Français. Mais François Fillon et puis Éric Woerth. Vous n'avez pas supprimé les régimes spéciaux. Mais si, il y a une convergence. Vous ne les avez pas supprimés. 2 années. Mais non, mais progressivement. Vous avez un peu rapproché. Mais bien sûr, en 2017, il y avait une autre échéance en 2024. Et il suffisait de continuer, il suffisait d'accélérer. Et nous avons eu pour la progressivité. Nous avons le courage de repousser de 2 ans, de passer de 60 à 62 ans. Les Français ne sont pas dupes, ils ont beaucoup de bon sens. Ils savent parfaitement que, alors que l'espérance vie se maintient, elle est très longue, alors que la démographie, parce que c'est un scandale de cette réforme. Comment veut-on conserver un régime de solidarité ? C'est-à-dire un régime par répartition et taper autant les femmes et les familles, les mères de famille. Mais il y aura des mesures... Peut-être pour les maires. Lesquels ? Peut-être. Il y a les 5% prévus de bonus. C'est pas à moi de faire la réclame. Mais il y a 2 choses qui disparaissent. Aujourd'hui, il y a un système de majoration, c'est-à-dire chaque femme qui a un enfant, à partir du premier enfant, 8 trimestres. Et en plus, il y a un système de bonification pour les familles de 3 enfants qui permettent justement d'alimenter le régime par répartition. Il y a 10 et 10, 20%. On propose 5% par enfant. 3 enfants, 3 fois 5, 15, alors qu'aujourd'hui, c'est 20%. Un institut indépendant, il y a 15 jours, l'Institut de protection sociale, a fait un chiffrage. On en a beaucoup parlé sur LCI à l'époque du rapport qui était publié par le Figaro. Tant qu'une réforme n'intègre pas une dimension familiale, ça signifie qu'on traite les conséquences sans traiter les causes. Cette réforme, elle est mauvaise. Permettez-moi une question, Bruno Retailleau. Vous êtes là pour vous avez une mère de 3 enfants, si je vous entends, a droit à tous vos égards, et je peux tout à fait le comprendre.
comprendre, Mais même personnellement. Mais alors, une femme qui a un régime spécial à la RATP SNCF, alors pour elle, pas du tout. Hein. Alors là, vous supprimez tout de suite. Mais si, je veux. Mais non, c'est juste votre approche. Ce que je souhaite, moi, c'est que Strictement, toutes les femmes soient traitées de la même façon. Et ce qui est terrible, c'est que dans le régime, pour l'instant, en tout cas dans la réforme, c'est pas seulement les femmes qui vont avoir 3 enfants. Une femme qui gagne 15 000 euros par an, c'est pas beaucoup. Hein, c'est un peu plus que le SMIC. Elle peut perdre. Vous avez dit 15 000 15 000 euros par an. Par an. C'est un peu plus que le SMIC, ça fait à peu près 1230 euros, 1250 euros par mois. Elle pourrait perdre jusqu'à 700-750 euros par an de retraite. C'est pas moi qui le dis, c'est un institut vous dites à Édouard Philippe, si vous voulez être juste, annoncer tout à l'heure des mesures qui permettront aux femmes de ne pas perdre, et en particulier les mères de famille. Parce que la démographie, de grève, c'est important. Elle est légitime, cette grève ? 7e jour. Écoutez, moi je soutiens pour la grève, j'ai même fait une proposition, je ne soutiens pas la grève. Mais je pense que... Et d'ailleurs, les Français, regardez dans un sondage... À vous entendre, vous voulez le retrait du texte, comme la CGT. Ah oui, mais c'est pas pour autant que... Moi, je veux pas un retrait du texte, je veux une bonne réforme. Mon problème, c'est pas... D'abord, un retrait du texte, donc. Oui, en tout cas, que le gouvernement amende son texte, pour qu'il soit juste, pour qu'il garantisse le pouvoir d'achat, pour qu'il ait une vraie dimension vous nous l'avez dit. Démographique. Et donc, vous voulez amender, donc non, moi je suis... Non, bloquer la France, c'est pas mon... D'ailleurs, j'ai fait une proposition de loi que j'ai déposée précisément, vous l'avez dit, si j'ose dire, à l'introduction tout à l'heure, pour proposer un vrai service minimum dans les transports publics. Le transport garanti. C'est possible, il y a et plein le de pays gouvernement qui le font. vous a dit, il met de l'huile sur le feu, du sel sur la plaie, on ne fait pas ce type de proposition à chaud, sinon pour se faire un coup de com'. Sinon pour se faire un coup de com'. Elisabeth Martichoux, mon groupe, depuis 3 ou 4 ans, ont déposé plusieurs propositions de loi. On m'avait dit la même chose avec la proposition de loi Black Bloc. Je l'avais présentée après le 1er mai 2018, où les Black Blocs avaient empêché les syndicats... Vous devriez maintenant, par exemple, réquisitionner les agents SNCF et RATP pour garantir ce service. Mais il faut passer la loi. Aujourd'hui, un pays moderne, c'est bien sûr, oui, au droit de grève, mais un droit de grève qui supporte des limitations, Monsieur le comme dans président tous les du groupe pays. Du Sénat, ça se fait à chaud. Ce type de loi, vous voulez prendre en pleine grève. Ça ne se fait pas à chaud, on en parle. Et cette proposition de loi, d'autres propositions de loi, depuis des années, nous les avons déposées. Je remets le sujet sur la table pour dire aux Français, arrêtons de nous faire abuser. Il y en a marre du blocage de l'économie. Oui au droit de grève, mais le droit de grève n'est pas un droit absolu, illimité. Il doit supporter un certain nombre de limitations. Et c'est le législateur, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, qui est précisément légitime, mais surtout à même d'apporter des limitations. Je propose, moi, 1/3 du trafic aux heures de pointe du matin et du soir. Rien à voir, mais ça se passe chez vous demain. François Fillon participe à une conférence. C'est la première fois qu'il remet les pieds, je crois, en tout cas de façon publique, au Sénat. C'est une conférence sur un sujet qui lui tient à cœur, les chrétiens d'Orient. Alors, c'est le commencement d'un début, d'une amorce du retour. Non, je peux vous dire qu'il a définitivement et catégoriquement tourné cette page-là. Les Chrétiens d'Orient, pour lui, il a voulu monter une fondation, vous savez, pour les aider. C'est un engagement très ancien. Vous vous souvenez, il avait fait une opération de mobilisation au cirque d'hiver. Et là, il y a aussi un sujet sur les Chrétiens d'Orient. J'avais Bernard-Henri Lévy il y a quelques jours au téléphone. Il se passe aussi au Nigeria une catastrophe humanitaire, des massacres abominables. Paris Match a consacré un reportage absolument et c'est émouvant. C'est émouvant et j'avais un message de Bernard-Henri Lévy ce matin de très tôt. Il est actuellement au Kurdistan syrien. Donc vous organisez une conférence. C'est juste parce minorités... qu'il va au Sénat. Donc on se dit, s'il ne voulait pas donner un petit indice, il n'irait pas au Sénat. Il y a plein de lieux autres pour tenir une conférence. C'est parce que je préside moi-même au Sénat un groupe qui est le groupe de solidarité vis-à-vis des minorités, des chrétiens, des Kurdes, des Yézidis. Et nous faisons traditionnellement donc, des colloques et il vient au Sénat, je l'accueille au Sénat dans ce cadre-là. Je pense que la France a toujours été le pays au monde qui a soutenu les minorités au Moyen-Orient. Ils en ont besoin. Il y a une diversité culturelle, religieuse extraordinaire et malheureusement, il y a d'énormes atrocités. Daesh en a commis et d'autres en sont commis. Aujourd'hui, Boko Haram, par exemple, au Nigeria. Merci beaucoup. Il vous dira peut-être que petit joueur, Emmanuel Macron, avec ses 800 000 manifestants dans la rue jeudi dernier. On ne parlera pas d'actualité politicienne. Comme il l'avait fait sur une radio et télévision suisse, je crois, récemment. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Retailleau. Merci. Et c'est à vous, Pascal. Voilà, merci.